Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce mercredi 5 août. Toute l'actualité près de chez vous, invités, reportages, culture, découvertes, météo et les sports avec en basket l'ultime recours pour la Roca Team devant désormais le Comité national olympique et sportif français pour tenter de sauver le club de basket monégasque. David Loriot, spécialiste au journal de l'équipe, sera avec nous dans un instant pour comprendre la situation du club champion de France à ce jour. L'économie à Monaco avec le lancement du concours de création d'entreprise organisé par la Jeune Chambre économique. Et puis le débat qui continue autour du réaménagement du centre commercial de Fontvieille. Nous sommes allés cet après-midi faire un point étape auprès des commerçants. Enfin, dans cette période de forte chaleur, on essaiera de comprendre comment cactus et succulentes arrivent à résister si longtemps à l'ère du temps et ces moments de canicule à répétition. Sans oublier tout de même, en fin de journal, des bons conseils fraîcheurs en matière de recettes au beau milieu de l'été. Et débutons ce journal par le sujet qui fait beaucoup parler à Monaco et ailleurs. Quel est l'avenir aujourd'hui de la Roca Team ? Après l'annonce samedi par la chambre d'appel de la FFBB de confirmer la décision de la DNCCG, le gendarme financier de la Ligue nationale de basket, de juger le dossier rouge et blanc comme non conforme avec un engagement au niveau de l'élite française, le club, champion de France en titre, a donc annoncé jouer son va-tout en engageant une procédure de conciliation devant le Comité national olympique et sportif français afin de réexaminer sa situation. Pour aller plus loin dans ce dossier, avec nous ce soir, l'un des grands spécialistes basket au journal de l'équipe, David Loriot. Bonsoir à vous. Bonsoir. On va essayer d'y voir un peu plus clair avec vous, vous qui suivez un dossier chaud bouillant pour nous en Principauté de Monaco, vous le connaissez, ce dossier, c'est sauver la Roca Team. On est passé quoi tout prêt à un lancer franc de jeter l'éponge, il y a peu de temps quand même. Bien sûr, la situation a été compliquée toute la saison, Christophe. Il faut pas se raconter d'histoire. Ça a été très très compliqué financièrement pour l'AS Monaco cette saison. C'est tout le paradoxe d'une saison sportive parfaitement réussie, incroyablement réussie d'ailleurs, avec ce quadruplé historique, et les soucis financiers qui ont gangréné le club dès le début de la saison. Et c'est vrai qu'on est passé pas loin de jeter l'éponge. Si la Principauté ne vient pas au secours financièrement du club au mois de mars, c'est terminé. L'AS Monaco met la clé sous la porte. La Principauté est venue au secours, a sauvé le club, et on arrive à cette situation aujourd'hui où le club est encore sur le point de vaciller. Oui, il y a quoi ? On se doute qu'il y a une mésentente de dernière minute quand même, avec peut-être des problèmes de décalage horaire ou je sais pas, avec le projet Mashburn et la Principauté. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous, si vous avez des infos bien sûr ? Alors c'est très compliqué de dénouer très précisément ce qui s'est passé. Effectivement, le plan Mashburn a été activé par Oleksiy Yefimov, qui est le directeur exécutif du club, sans aucun doute depuis plus de 2 mois, puisque l'apparition de Mashburn dans l'espace monégasque date du Final Four de l'Euroleague à Athènes fin mai. Voilà, donc ça fait peu ou prou 2 mois. Il semblait qu'on était arrivé à un accord la semaine dernière, en début de semaine, jusqu'en milieu de semaine, les instances, que ce soit la Ligue, la DNCCG, le club, tout le monde était extrêmement positif. L'accord semblait avoir été trouvé entre les différentes parties, le club, Jamal Mashburn et la Principauté. Et il semble qu'effectivement, il y a eu une mésentente de dernière minute, notamment sur les garanties financières qui n'auraient pas été apportées dans leur totalité par l'ancien joueur NBA, donc Mashburn. Oui, c'est pas une coquille vide non plus, ce projet américain. C'est un ancien joueur NBA, vous l'avez rappelé, David Loriot, qui a également quelques sociétés dans divers domaines en plus. C'est un businessman avisé. Il faut pas trahir de secret. Jamal Mashburn, depuis la fin de sa carrière en 2006, il a monté énormément de business et avec pas mal de réussite dans la restauration rapide, dans les concessions automobiles notamment. Maintenant, c'est vrai que ces passages sur le territoire français n'ont pas été couronnés de succès. On se souvient en 2021 de sa tentative de rachat, ou tout du moins de rachat effectif de l'élan béarnais. Ça n'a duré qu'une année. Il était dans le plan de rachat du consortium américain à l'époque. Ils avaient tenu les rênes du club 1 an. Lui n'avait pas joué, attention, il faut être précis aussi, lui n'avait pas joué de rôle opérationnel à l'élan béarnais. Il avait juste apporté son nom au projet, mais ça n'avait pas duré plus d'1 an puisqu'ils avaient été obligés de revendre à la fin de l'année. Et là, malheureusement, effectivement, en toute dernière minute, il s'est retiré et la Chambre fédérale d'appel a été contrainte de confirmer le refus d'engagement du club. Oui, parce qu'il y a déjà eu, pour conclure, 22 millions d'injectés, bien sûr, par la Principauté. Bien, un budget pour repartir, c'est quoi ? C'est 7, 8 millions, en dessous des 10 ? Voilà, c'est ça, un budget de fonctionnement correct pour jouer un rôle intéressant en Betclic Elite. Entre 7 et 10, c'est tout à fait convenable et tout à fait concevable pour Monaco de pouvoir réunir une telle somme. Surtout si, comme vous le dites, Christophe, la Principauté a déjà injecté 22 millions. C'est un prêt
et elle est prête à effacer l'ardoise. C'est-à-dire qu'elle est prête à ne pas demander un remboursement de cette avance. C'est-à-dire qu'elle laisse à l'investisseur la possibilité de ne construire que le budget, entre guillemets, sans avoir à effacer cette ardoise. Donc, on a du mal à imaginer qu'en principauté de Monaco, on ne puisse pas trouver 3, 4 investisseurs capables de réunir une telle somme. Oui, c'est ça l'avenir, peut-être, et ça va se décider très très vite, bien sûr, avant le comité olympique. Comme vous l'avez si bien dit, si bien écrit aussi dans l'équipe, border ce fameux dossier. Après, on parlera des joueurs, parce qu'il faudra retrouver des joueurs, bien sûr, qui sont pour l'instant en attente pour venir retrouver le club qui nous est cher ici en principauté de Monaco. Merci mille fois, David Loriot, d'avoir pris du temps pour nous. Avec plaisir, Christophe. Bien sûr, à nouveau dans l'équipe. Bonsoir à vous. Bonsoir. Voilà le point que l'on pouvait faire ce soir avec l'un des reporters les mieux informés du basket français, alors que le gouvernement princier, sur son compte Instagram, indiquait en début de semaine, je cite, qu'il regrette qu'à ce jour, aucun projet de reprise de l'AS Monaco Basket n'ait pu aboutir malgré tous les efforts consentis par la principauté pour libérer le club de ses dettes, et se déclarait prêt à examiner toute nouvelle proposition qui permettrait de garantir l'avenir sportif du club et de son équipe élite. Pour autant, il semble qu'à l'heure où nous nous parlons, aucun projet ne semble se concrétiser. Le climat, pour l'heure, n'est donc pas à l'optimisme. Au championnat d'Europe de natation sur la Seine à Paris, place aujourd'hui aux 5 km nage libre, avec comme hier une belle 6e place cet après-midi pour Lisa Pou. Côté garçon, Esteban Faure a terminé lui ce matin 30e. En principauté, le centre commercial de Fontvieille connaît actuellement un embellissement jusqu'à la fin de l'année, des travaux provisoires dans l'attente d'une véritable restructuration au cœur des débats depuis plusieurs années. Ce 5 août, le groupement d'intérêt économique de Fontvieille a publié un communiqué réaffirmant sa position sur l'avenir du centre commercial à la suite de celui publié par le Conseil national il y a à peine 4 jours. Les commerçants se disent inquiets par le projet de démolition-reconstruction du site qui entraînerait une fermeture d'au moins 3 ans. Nous sommes donc allés à leur rencontre pour comprendre quelles sont les solutions qu'ils proposent. Alexandra Pani et Julien Laugier, nos reporters. Le communiqué tout simplement du Conseil national où on a été vraiment surpris et choqués de l'attaque envers Philippe Clérici. Philippe Clérici est notre président depuis des années. On l'apprécie tous beaucoup et il ne fait qu'être le porte-parole de ce que pensent les commerçants. Disons qu'il y a eu une progression par rapport à ce qui avait été annoncé l'an dernier, on va dire plus ou moins à la même période. En effet, aujourd'hui, les indemnités de licenciement sont prises en compte, donc ça, c'est important. Il y a eu donc une reprise pour les commerçants qui ont eu un droit de reprise, donc, qui a été envisagé, donc ça, c'est bien. En revanche, les indemnités, c'est sûr, restent pour les commerçants historiques toujours très faibles, sachant qu'en plus, avec cette solution, notre activité serait complètement stoppée. Pendant 3 ans, envisageait en chantier, et que ce soit pour nous, évidemment pour nos salariés, mais même pour les environs de Fontvieille, parce que même si 2 commerces restent ouverts, la pharmacie et le supermarché, aujourd'hui c'est un centre de vie. Et il ne va plus rien avoir à part un chantier, des camions, donc c'est très lourd et ce n'était pas ce qui était prévu au départ. Ce qui était prévu au départ, c'était d'avoir une continuité commerciale. On est tous d'accord que même si aujourd'hui il y a une amélioration par rapport à l'éclairage et tout ça, on ne peut pas rester sur ces bases-là. Il y a plein d'améliorations, plein de modernités à apporter, donc oui, des travaux, mais avec une continuité commerciale, pas un centre commercial pharaonique avec plein de boutiques. Oui, il faut rajouter quelques boutiques. On parle des cinémas. Il y a quand même évidemment des améliorations parce qu'il faut se moderniser, mais pas en voulant faire un super centre et étouffer même les commerçants à proximité. Depuis début février, la Jeune Chambre économique de Monaco a ouvert les inscriptions pour la 31e édition de ce concours de création d'entreprise. En quoi consiste justement ce concours et comment faire pour s'inscrire? La réponse avec le président de la JCE, Lucas Dubois, il est au micro
de Frédéric Hélion. C'est un concours qui a été créé dans le but d'aider les entrepreneurs à se lancer en principauté avec justement des prix financiers à la fin. Donc c'était le but de la Jeune Chambre d'aider les entreprises à commencer, à pouvoir avoir un premier financement pour aider les activités et forcément améliorer l'attractivité de la principauté et permettre à de jeunes entreprises de pouvoir se développer, se pérenniser et du coup de faire rayonner la principauté ici et à l'international. Pour ceux justement qui aimeraient se lancer, rappelez-nous un petit peu les modalités d'inscription de ce concours. Donc pour pouvoir participer au concours de création d'entreprise, il faut avoir entre 18 et 40 ans, détenir 33% du capital de la société qui soit en cours de création ou créée depuis moins de 2 ans. Donc la société peut ne pas encore être créée. La seule condition, c'est que si le prix est gagné, il faut qu'elle soit créée dans l'année qui suit justement la fin du concours. Et après 18-40 ans, c'est les mêmes restrictions que pour être membre de la Jeune Chambre, donc c'est toujours pour aider un peu les jeunes porteurs à se lancer. On a toujours environ une trentaine d'inscrits chaque année, donc c'est un concours qui a des prix très importants quand même, parce que pour rappeler, il y a 40 000 € pour le premier prix, 21 pour le deuxième et 10 000 pour le troisième prix, avec donc 30 inscriptions, donc il y a très peu de concours avec un aussi petit nombre d'inscrits qui permettent des prix aussi importants. Donc c'est une très belle opportunité pour les entrepreneurs de la Principauté de pouvoir bénéficier de ces prix-là. On clôturera les candidatures au 30 septembre, donc il reste encore 2 bons mois pour pouvoir candidater et remplir tous les dossiers. Toutes les conditions et tous les documents à remplir sont sur le site de la Jeune Chambre directement. Cette semaine, le Centre méditerranéen d'études françaises accueille un stage de théâtre organisé par la Direction de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports dans le cadre du Passeport Culture. Nous avons suivi ces jeunes participants au cœur de cette immersion artistique. Reportage Christine Dapetit et Julien Logier. Pendant 5 jours, une douzaine de jeunes d'une quinzaine d'années découvrent les coulisses du théâtre. Encadrés par le metteur en scène et auteur Éric Sottoni, ils travaillent autour d'une pièce célèbre puisqu'il s'agit du Malade imaginaire de Molière. Une immersion qui leur permet d'aborder un grand classique tout en s'initiant aux techniques du jeu d'acteur. Insolente, il faut que je t'assomme! Insolente, il faut que je t'assomme! J'essaye de développer chez eux le sens du jeu, le texte, la voix, qui est un peu l'objectif du stage. Et puis, il y a une partie création, c'est-à-dire qu'on essaye d'imaginer un petit peu comment on peut raconter l'histoire du malade imaginaire en 20 minutes. Il y a tout un travail de fond, de réflexion. Mais on travaille le rythme, on travaille le jeu, on travaille le corps, on travaille la voix. Voilà, donc un travail assez complet du comédien, du jeune comédien débutant, à celui qui a déjà un tout petit peu d'expérience parce qu'il fait du théâtre à Monaco déjà avec une école ou un professeur. Exercice de diction, travail de la voix et déplacement sur scène, gestion des émotions ou encore interprétation des personnages. Au fil des répétitions, les jeunes comédiens gagnent donc en assurance et découvrent les exigences du spectacle vivant. Une expérience artistique qui favorise également l'écoute, la confiance en soi et le travail d'équipe. Le théâtre, une véritable histoire d'amour. On va prendre la place du personnage qui nous est attribué et donc il n'y a plus Léana sur scène, il y a le personnage. Et alors quel personnage tu joues? Je joue Toinette, c'est la servante. Ça m'entraîne à devenir beaucoup plus fort quand je peux jouer des rôles et c'est franchement amusant. Et alors qu'est-ce qui te plaît autant dans le théâtre? C'est par exemple de jouer avec des amis, de réviser mes pièces et franchement c'est génial. Et alors là par exemple tu joues quel rôle? Je joue le rôle de Argan. Et alors qu'est-ce qu'il fait Argan? Il fait semblant d'être malade et c'est ça que je trouve drôle dans cette pièce. Après des heures de répétition, place au spectacle. Dans quelques jours, vendredi soir, les familles et le public du Centre méditerranéen d'études françaises pourront découvrir cette adaptation revisitée du Malade imaginaire, l'aboutissement d'un stage qui aura permis à ces jeunes apprentis comédiens de vivre le théâtre de l'intérieur. Les nocturnes du NMNM se poursuivent cet été à la Villa Paloma. Les visiteurs peuvent, les jeudis du mois d'août, visiter l'exposition Victor Brauner, l'aventure magique, et ce gratuitement, de 18h à 21h, puis partager ensuite un apéritif autour de la sculpture du Régulus. Alexandra Pani et Arnaud Imbert ont testé la formule. Déambuler devant les œuvres de Victor Brauner après l'heure d'ouverture habituelle, à l'occasion des nocturnes du NMNM, l'on se sent comme un visiteur privilégié entre ces murs de la Villa Paloma.
avant de profiter des extérieurs et ses luxuriants jardins pour un apéritif convivial au cœur de la sculpture Régulus. C'est l'occasion de venir gratuitement rentrer de 18h jusqu'à 21h à l'exposition consacrée à Victor Bronner, de voir aussi les drapeaux qui sont exposés sur le toit de la Villa Paloma, qui sont le fait de plusieurs artistes contemporains qui offrent une relecture d'un jeu de Marseille qui avait été réalisé par les surréalistes dans les années 40, de réaliser aussi les œuvres qui sont en extérieur dans les jardins, il y en a plusieurs, le fait de plusieurs artistes, J.P. Hein qui a rejoint la Villa Paloma alors qu'il était à la Villa Saubert jusque-là, avec ses bancs modifiés qu'on retrouve dans les jardins de la Villa Paloma depuis quelques mois, et évidemment notre star du fond du jardin, le Régulus de Guillaume Aubry, qui est cet espace de convivialité qu'on peut activer, en l'occurrence ce soir, avec un apéritif. Les apéritifs sont proposés par des restaurateurs de la Principauté et les visiteurs semblent conquis. C'est toujours sympa, il y a plein de gens qui parlent, on discute, on rencontre des gens, on voit des nouvelles personnes, on boit bien, en plus c'est super bon ce qu'ils font. Il y a des produits locaux et tout, c'est super bon. C'est un cadre tout à fait charmant. Pour moi, la plus belle vue de Monaco. Et en plus, dans un cadre très informel et très convivial, entouré de convives qui deviennent des amis. Et on se régale, on boit gentiment, on se régale en mangeant. Et en plus, on est vraiment très content d'être ici. Et c'est une initiative très heureuse pour créer un événement rare à Monaco. Si vous voulez participer vous aussi à ce moment convivial, notez bien les 2 prochaines nocturnes. Le jeudi 6 août, avec en prime une projection de Memoria du réalisateur Apichatpong Weerasethakul à 21h. Et le jeudi 20 août, le rendez-vous est pris. Et pour vous inscrire à la projection en plein air de ce jeudi, il vous suffit d'écrire par email à public@nmnm.mc. Pendant les périodes de forte chaleur auxquelles nous sommes confrontés cet été, certains résistent plus que d'autres. Parmi les grands gagnants, il y a les cactus. Mais qu'est-ce qui rend le métabolisme de ces plantes particulièrement résistant à la chaleur ? Pour tout comprendre de ce phénomène naturel, direction le centre botanique du jardin exotique de Monaco. L'enquête est signée Alban Gingembre, accompagné de Marie-Ève B. Entre 20 000 et 30 000 plantes vivent ici au centre botanique et au jardin exotique, et elles n'ont plus aucun secret pour Pierre-Louis. Leur particularité, une résistance à la chaleur et aux longues périodes sans eau, c'est le cas de la famille des cactées. Les formes globulaires, c'est ce que la nature a trouvé comme meilleure forme, ronde, pour qu'il y ait le plus de réserve à l'intérieur possible, avec un épiderme, donc la partie externe, qui soit de forme globulaire et que ces échanges soient minimum. Il y a aussi ces formes colonnaires avec des côtes. Vous voyez, ces côtes qui sont ici permettent, pendant les périodes de sécheresse intense, la plante peut se rétracter et puis regrossir au moment des pluies. Donc c'est cette adaptabilité qui permet de se déformer, mais tout en gardant toutes leurs qualités et leur résistance. Autre forme de résistance à la chaleur, les succulentes. Vous voyez ces feuilles qui sont épaisses. Donc le fait qu'elles soient épaisses permettent qu'à l'intérieur, tout le sucre soit conservé et puisse continuer à faire vivre la plante. Des plantes résistantes à la chaleur, oui, mais qui demandent toutefois une attention au niveau du choix du substrat et de la période d'arrosage. La hausse des températures nécessite elle aussi des mesures d'adaptation. Même si ce sont des plantes qui sont habituées à vivre sous ce type de climat, c'est la première année. Le soleil est arrivé tellement vite qu'on a constaté quelques brûlures sur les plantes. Donc on essaye de leur créer des ombres pour les adapter au soleil et voilà, que la lumière soit progressive pour elles. Pour rappel, le Centre botanique assure au quotidien la conservation de cette collection de plantes rares et menacées. En cette période caniculaire, nous avons également poussé les portes de 2 adresses incontournables en Principauté afin de découvrir les secrets de leur recette fraîcheur de cette époque. Le reportage plein été de Vanessa Dessy avec des images de Thomas Deus.
Quand le mercure s'envole, les envies de légèreté prennent le dessus. Chez Seaside Juicery, les produits de saison sont à l'honneur à travers une cuisine saine, ensoleillée et pleine de couleurs, composée de bols généreux, des recettes vitaminées mais surtout des jus pressés à froid. On fait du pressage à froid. Donc chez Seaside Juicery, on a décidé d'investir dans une machine commerciale qui fait la plus haute qualité de pressage à jus sur le marché. Les ingrédients sont finement découpés, il n'y a pas de chaleur. Et ensuite, on vient presser cette pulpe un maximum et on extrait 95% des nutriments, ce qui nous permet de garder en bouteille jusqu'à 1 à 5 jours selon les recettes. Et les smoothies, on garde la pulpe. C'est la différence des jus. Les jus, on enlève la pulpe. Les smoothies, c'est des fruits bio de saison. Donc on les mélange avec des légumes, des fruits, de l'eau de coco ou des jus frais, ça dépend. Et on le blende et ça nous fait une boisson un petit peu plus copieuse, un peu plus épaisse et nourrissante. L'été, c'est l'occasion de faire la part belle aux saveurs. Chez où les assiettes mêlent produits de saison, inspiration gourmande et association originale. Une cuisine équilibrée pensée pour offrir une véritable parenthèse de fraîcheur. C'est beaucoup de travail, tous les jours des arrivages quotidiens frais, choisis par nos soins, avec qualité et bien sûr bio. Cette année, on a eu un coup de cœur pour le thon rouge, le Red Tuna Buddha Bowl, qui est vraiment maintenant un incontournable. Voilà, une petite salade bien fraîche avec du thon rouge aussi choisi, de très bonne qualité, avec des petites graines de sésame noir et blond autour, et avec de la roquette, radis, tomates cerises, quinoa et avocat. Voilà, une petite sauce soja sésame dessus, c'est vraiment incroyable et super frais. Des recettes avec des produits de saison et un savoir-faire de ces deux établissements. De quoi faire le plein de saveurs afin de profiter pleinement des beaux jours. Dans un instant, votre météo signée Alexandre Olivier. Et comme le veut la tradition, on termine ce journal par les instantanés du jour consacrés aux succulentes, aux cactus dont nous vous avons parlé il y a quelques instants dans ce journal et que vous pouvez retrouver quand vous le souhaitez au cœur du jardin exotique. Les photos, elles, sont signées Stéphane Dana. On se retrouve demain, 19h, pour un tout nouveau journal. D'ici là, belle et bonne soirée d'été à toutes et à tous. Et plus que jamais, vous le savez, vous êtes bien sur Monaco Info. Bonsoir à toutes et à tous, voici les prévisions météo de ce jeudi 6 août. Tout au long de la journée, quelques passages nuageux sont à prévoir, mais je vous rassure, le soleil sera bien présent du matin jusqu'au soir. Au niveau du mercure, dès le matin, il fera déjà 28 degrés, jusqu'à atteindre les 30 degrés au maximum dans l'après-midi. L'ensoleillement sera toujours élevé avec un indice UV de 7. Pensez bien à vous protéger du soleil. Une légère brise du sud soufflera tout au long de la journée. Côté baignade, la température de l'eau sera de 28 degrés. Ce jeudi, nous fêterons les Octaviens. Et le 6 août marque aussi la journée mondiale de l'air pur. L'objectif est de sensibiliser sur l'importance de la qualité de l'air que nous respirons. Excellente soirée sur Monaco Info.